Bonjour à toutes et à tous. Alors nouvelle vidéo avec comme sujet l'immunité collective versus les vaccins. Avant cela, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma précédente vidéo, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite. Voici ce dont j'avais eu l'occasion d'aborder. D'ailleurs, merci pour vos messages. Je vais continuer à vous partager mon travail d'investigation afin de mieux comprendre les véritables enjeux que nous allons traverser vraisemblablement. On m'a suggéré de faire des recherches sur l'après-confinement. Je vais donc vous partager cela dans cette vidéo et également les hypothèses suggérées pour sortir de cette crise sanitaire. Tout d'abord, j'ai déjà abordé cela dans une précédente vidéo intitulée Coronavirus. Le R0, c'est le nombre de reproductions de base du virus. Combien de personnes j'infecte ? En mars, on estimait que le R0 de ce virus serait de 2,5. Mais le confinement joue sur un paramètre important. Il fait chuter le nombre de reproductions et permet d'enrayer l'épidémie. Il peut aller vers l'extinction si le R0 est plus petit que 1. Au bout de quelques semaines ou mois de confinement, le virus sera toujours présent, mais il ne circulera plus de manière exponentielle. Mais en ouvrant les restrictions sociales, il y a un risque de réactiver le R0 du début, de 2,5 à même 3 personnes, et ainsi l'épidémie peut repartir. Donc la première stratégie, première partie de cette vidéo, viser l'immunité de groupe. Plutôt que de confiner tout le monde pendant encore un grand nombre de semaines pour que le virus ne trouve personne pour se propager, on va rendre les gens résistants au SARS-CoV-2, le nom du virus. Si une personne porteuse croise des personnes immunisées, le virus ne pourra pas les contaminer et donc se propager. Plus la proportion de la population immunisée est grande, il faudrait viser à peu près 60 à 70% environ, plus le nombre de reproductions du virus diminue, jusqu'à passer en dessous de 1. Cependant, plusieurs problèmes et interrogations persistent. Le risque des personnes immunodéficientes et des personnes âgées qui guériront difficilement avec cette stratégie. Doit-on prendre ce risque ? Mais aussi, quelle est la durée de l'immunité ? Des questions où nous n'avons pas encore les réponses. Cependant, tous les chefs d'État avaient eu une recommandation préventive dès le 16 mars 2020 pour éviter tout ça. C'est-à-dire il y a plus d'un mois. Et ça venait du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez attentivement. You cannot fight a fire blindfolded. And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Je vous partage une étude scientifique anglaise qui fait une projection sur les mois à venir. Le problème avec cette étude, c'est qu'ils ignorent toute question économique, mais encore plus grave, l'aspect éthique et sanitaire de tout ça. Pour vous donner une idée, l'Imperial College est le premier à en avoir proposé un exemple. Dans ce modèle très simplifié, après environ 3 mois de confinement total, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en soins intensifs devrait passer en dessous d'un seuil qui permettrait la levée du confinement. Le nombre d'infections et donc de cas graves repartirait à la hausse et repasserait un autre seuil qui déclencherait la remise en place du confinement. Ce mécanisme se poursuivrait ainsi jusqu'à ce qu'un vaccin puisse être déployé pour construire une immunité de groupe suffisante. En lien avec la conclusion de l'étude anglaise, voici la deuxième partie de la vidéo, la vaccination. Vous allez me dire, c'est juste une étude qui conseille cela. Ok, passons à travers les précédents discours des chefs d'État de la France et du Canada et écoutez bien leurs recommandations. On va commencer avec un extrait de 40 secondes du dernier discours de Macron. Une très faible minorité de Français ont contracté le Covid-19. Ce qui veut dire que nous sommes loin de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective, c'est-à-dire ce moment où le virus arrête de lui-même sa circulation parce que suffisamment d'entre nous l'avons eu. C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des vaccins. Tout ce que le monde compte de talents, de chercheurs, y travaille. La France est reconnue en la matière et a d'excellentes ressources. Parce que c'est sans doute la solution la plus sûre, même s'il faudra plusieurs mois au moins pour la mettre en œuvre. Notre pays investira encore plus massivement dans la recherche. Selon une conférence de presse datant du 19 avril 2020, le Premier ministre nous annonce qu'il n'y aura pas de vaccin avant la moitié de l'année 2021. On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été. Mais comme la Dr Tam l'a expliqué, on va probablement connaître d'autres vagues d'infection moins importantes pendant un certain nombre de mois. C'est et ce sera notre nouvelle réalité jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Un autre témoignage et non des moindres, je suis allé voir le classement Forbes 2020 des milliardaires. Alors celui-ci date du 7 avril 2020, donc assez récent. Ça c'est une tête qu'on connaît en France, Bernard Arnault.
le fondateur de LVMH. Vraisemblablement, il est monté assez haut dans le classement. Effectivement, il est numéro 3. Mais la personne qui va m'intéresser, c'est monsieur Bill Gates. Il a eu des propos assez intéressants. Je vous les partage et puis je vous laisse faire votre propre avis. There will be the ability, particularly in rich countries, to open up if things are done well over the next few months. But for the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. But you don't have a choice. People act like you have a choice. Wow, je ne pouvais pas m'arrêter avec seulement ce témoignage sur le Financial Times, donc j'ai essayé d'en trouver d'autres afin de mieux comprendre sa façon de penser. Voici un extrait venant d'un show américain très connu, je vous laisse l'écouter. Now, all the countries that have widespread infection, like the United States, we need to learn from each other about how you not only flatten the numbers, but to get them down. And then, you know, with luck, in early June, if the whole country does a better job of shutting down and we get prioritization of the testing that's going on, what policies should we have? Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. So you just said June, but we aren't going to have any vaccines for probably a year. So how? I mean, I can't even imagine going out to a crowded restaurant or anything in June or July if we don't have vaccines. How do you see us acclimating back into a normal life when we don't have the cure for this? Well, your point's a very good one, but we need to start getting things back to normal. They won't be back to normal until we either have that phenomenal vaccine, and so we have to assume that's going to be almost 18 months from now. So, sadly, like many bad things, those who are in the toughest circumstances are going to bear most of the pain. And so we want to get into this semi-normal phase as soon as we can. And then the vaccine is the thing that will change things. And that's why, you know, really figuring out how do we make sure it's safe, because that when you give it to 7 billion healthy people, that's super important. Pour les personnes qui regardent encore la vidéo en ce moment, je ne prévoyais pas d'aller beaucoup plus loin originalement, mais vous savez, quand on cherche et que l'on tombe sur ce genre de propos, l'investigation ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Je vais vous partager une vidéo qui date de mars 2015. Si vous ne l'avez jamais vue, elle vaut son pesant d'or, car M. Gates nous avait prévenu 5 ans en avance, avec les défis et les solutions. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Let's look at Ebola. I'm sure all of you read about it in the newspaper. Lots of tough challenges. I followed it carefully through the case analysis tools we use to track polio eradication. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. In fact, there are some pretty obvious key missing pieces. We didn't have a group of epidemiologists ready to go who would have gone, seen what the disease was, see how far it had spread. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online, and they were extremely inaccurate. We didn't have a medical team ready to go. We didn't have a way of preparing people. Now, Médecins Sans Frontières did a great job orchestrating volunteers, but even so, we were far slower than we should have been getting the thousands of workers into these countries. And a large epidemic would require us to have hundreds of thousands of workers. There was no one there to look at treatment approaches.
no one to look at the diagnostics, no one to figure out what tools should be used. As an example, we could have taken the blood of survivors, processed it, and put that plasma back in people to protect them. But that was never tried. So there was a lot that was missing, and these things are really a global failure. The WHO is funded to monitor epidemics, but not to do these things I talked about. Now in the movies, it's quite different. There's a group of handsome epidemiologists ready to go. They move in, they save the day, but that's just pure Hollywood. The failure to prepare could allow the next epidemic to be dramatically more devastating than Ebola. Let's look at the progression of Ebola over this year. About 10,000 people died, and nearly all were in the 3 West African countries. There's 3 reasons why it didn't spread more. The first is there was a lot of heroic work by the health workers. They found the people and they prevented more infections. The second is the nature of the virus. Ebola does not spread through the air. And by the time you're contagious, most people are so sick that they're bedridden. Third, it didn't get into many urban areas, and that was just luck. If it had gotten into a lot more urban areas, the case numbers would have been much larger. So next time, we might not be so lucky. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. And so there are things that would literally make things 1,000 times worse. In fact, let's look at a model of a virus spread through the air like the Spanish flu back in 1918. So here's what would happen. It would spread throughout the world very, very quickly. And you can see there's over 30 million people die from that epidemic. So this is a serious problem. We should be concerned. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. The best lessons, I think, on how to get prepared are, again, what we do for war. For soldiers, we have full-time waiting to go. We have reserves that can scale us up to large numbers. NATO has a mobile unit that can deploy very rapidly. NATO does a lot of war games to check, are people well trained? Do they understand about fuel and logistics and the same radio frequencies? So they are absolutely ready to go. So those are the kinds of things we need to deal with an epidemic. What are the key pieces? First is we need strong health systems in poor countries. That's where mothers can give birth safely, kids can get all their vaccines, but also where we'll see the outbreak very early on. We need a medical reserve corps. Lots of people who've got the training and background who are ready to go with the expertise. And then we need to pair those medical people with the military, taking advantage of the military's ability to move fast, do logistics, and secure areas. We need to do simulations, germ games, not war games, so that we see where the holes are. The last time a germ game was done in the United States was back in 2001, and it didn't go so well. So far, the score is germs 1, people 0. Finally, we need lots of advanced R&D in areas of vaccines and diagnostics. There are some big breakthroughs, like the adeno-associated virus, that could work very, very quickly. Now, I don't have an exact budget for what this would cost, but I'm quite sure it's very modest compared to the potential harm. The World Bank estimates that if we have a worldwide flu epidemic, global wealth will go down by over $3 trillion, and we'd have millions and millions of deaths. These investments offer significant benefits beyond just being ready for the epidemic.
the primary health care, the R&D, those things would reduce global health equity and make the world more just as well as more safe. So I think this should absolutely be a priority. There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going because time is not on our side. In fact, if there's one positive thing that can come out of the Ebola epidemic, it's that it can serve as an early warning, a wake-up call to get ready. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Thank you. Je vais terminer ma vidéo avec en bonus un court extrait d'un reportage d'Envoyé spécial sur France 2. J'espère que vous êtes bien assis, car ce dernier m'a fait énormément réfléchir quant aux motivations profondes et la différence qu'il pourrait y avoir entre l'image publique et l'image privée. Mais c'est maintenant le financement de la Fondation qui est au cœur des polémiques. C'est en Californie que nous sommes allés rencontrer Charles Spiller. Ce journaliste a jeté un énorme pavé dans la mare en signant pour le Los Angeles Times cette enquête de plusieurs mois sur les comptes de la Fondation. Bill et Melinda Gates ont décidé de faire don de leur fortune, mais pour l'instant, ils ne dépensent que les intérêts et les dividendes de celle-ci. La Fondation Gates a mis en place un système digne des meilleures entreprises de Wall Street. Les 67 milliards de la Fondation ne sont pas dépensés. Ils sont confiés à un fonds d'investissement qui les fait travailler dans des centaines de sociétés pour générer encore plus d'argent. Seuls les intérêts sont dépensés pour financer les actions de la Fondation. Le capital, lui, ne bouge pas. Mais en regardant de plus près les entreprises dans lesquelles la Fondation investit son argent, Charles Spiller a fait une découverte surprenante. Ce que nous avons découvert, c'est qu'une partie très importante de l'argent de la Fondation Gates est investie dans des entreprises qui contredisent directement les nobles objectifs de leur travail de philanthropie. Ce n'est pas seulement qu'ils sont éloignés de ces objectifs, mais ils créent la misère ou les problèmes de santé que la Fondation Gates est déterminée à combattre ou à résoudre, et en particulier pour les gens dans les pays pauvres, mais aussi pour les pauvres en général. Sur ces listings, qui recensent les placements de la Fondation, près de 10 milliards de dollars sont investis dans l'industrie de l'armement, mais aussi dans des banques accusées d'avoir causé la crise financière aux États-Unis, ou encore dans des multinationales qui bafouent le droit du travail, et des géants du pétrole qui polluent la planète. Dans son article, le journaliste raconte l'histoire de Justice Atta, un petit garçon nigérian vacciné par la Fondation Gates, mais qui vit tout près de cette raffinerie. Il a une très mauvaise toux et des problèmes respiratoires chroniques, comme la plupart d'ailleurs des enfants de cet endroit. Les scientifiques et les autorités sanitaires les imputent aux fumées massivement rejetées par les raffineries environnantes. Des raffineries qui rapportent des millions et des millions de profits à la Fondation Bill et Melinda Gates. Publiée à la une de l'un des plus grands quotidiens américains, l'enquête a fait l'effet d'une bombe et déstabilisé la Fondation. Mais aujourd'hui, le Big Boss a tout oublié. Une question à propos de l'enquête de Charles Spiller dans le Los Angeles Times. Qui? L'article du Los Angeles Times en 2007. En 2007? Oui, il montrait les contradictions entre les investissements et les actions de votre fondation. Ok, je suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant? Vous avez un œil sur les investissements faits par la fondation? Je dirige la personne qui s'occupe des investissements. Donc vous avez un œil. Oui, bon, je regarde pas tout dans le détail. C'est organisé de façon complexe. Vous voyez, mais cette équipe fait du très bon travail. La seule chose que nous demandons à notre fonds d'investissement, c'est d'éviter l'industrie du tabac, parce que le tabac n'est pas très utile en termes d'amélioration de la santé. À part ça, le travail du fonds d'investissement, c'est de maximiser les revenus pour avoir plus d'argent pour les actions de la Fondation.
C'est tout simplement faux de dire que l'on ne pourrait pas faire extrêmement bien en investissant dans des entreprises qui se soucient juste un peu des conséquences de leurs activités. Bill Gates, seul maître à bord, à la tête de la plus puissante fondation de l'histoire, le milliardaire est aujourd'hui influent comme un chef d'État, capable d'imposer ses choix de développement à des pays et même à des continents entiers, sans aucun contre-pouvoir. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé. Si vous avez des suggestions d'investigation, n'hésitez pas à partager vos idées sous la vidéo YouTube et je ferai mon possible durant les prochaines semaines pour approfondir cela. Vous êtes de plus en plus nombreux à me partager vos rétroactions et cela me donne de l'énergie pour continuer. Allez, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!